un petit peu plus tôt, j'ai pu m'entretenir avec une délégation de sécuritaires, de militaires du monde entier, venus dans le cadre d'une visite du think tank Elnet, dont 2 Français. Je vous propose de regarder cette interview. Et je suis avec Ariane Malzac, bonjour, et Daniel Hervouet, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes contrôleur général des armées, 2e section, ouais. Et madame, cadre dirigeant de groupe de sociétés de défense et de sécurité et réserviste opérationnel dans l'armée de l'air pendant 15 ans. C'est cela. J'ai juste. Tout juste. Tout juste. Alors quand je me suis présenté, j'ai pas eu besoin de le faire. Vous m'avez dit tout de suite, mais je vous connais, vous êtes le présentateur de défense. Ouais, absolument. Pourquoi cette volonté aussi, en tant qu'officier français, de regarder des émissions qui ne correspondent pas forcément à ce que vous entendez généralement, mais pourquoi ? Vous avez raison, ça ne correspond pas à ce que j'entends habituellement. Simplement parce que moi, je pense être affectivement et intellectuellement très impliqué dans le conflit dans lequel se trouve Israël en ce moment, même la vie d'Israël en général. Et en regardant votre émission, entre autres, et puis un certain nombre d'autres débats, etc., j'aime bien regarder également Raphaël Jérusalemi quand il intervient. Ça me fournit cet éclairage de la même manière que s'il y avait un conflit touchant la France, il y aurait des commentaires et des reportages sur l'opération française. Donc je regarderais peut-être davantage la télévision française à ce moment-là. Mais il se trouve que, moi, comme j'ai le cœur toujours accroché à Israël, je regarde régulièrement I24. Et là, je vous vois et c'est toujours avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de compétences dans ce que vous faites. Merci. Madame, vous m'avez dit que c'est la première fois donc que vous venez. Alors... Et quand Elnet vous appelle et vous contacte, que se passe-t-il ? Le moment de réflexion. Le moment de réflexion, il a duré à peu près 12 secondes. Moi, je suis à l'autre spectre du profil de sachant de Daniel, c'est-à-dire ma connaissance d'Israël était livresque ou journalistique, mais certainement pas sentie sur le terrain. Et en revanche, mes intérêts sont assez stratégiques sur la stratégie des alliances et des mouvements mondiaux. Donc quand Elnet propose ce genre de déplacement dans des conditions assez exceptionnelles en termes de rencontres avec les parties prenantes, voilà, 12 secondes, peut-être 10 avant d'accepter. Que les téléspectateurs comprennent. Quand vous parlez de stratégie, il y a le micro, c'est le terrain, vraiment, la manière dont ça se passe. Et il y a le macro, c'est-à-dire on élargit et les alliances. Alors c'était plutôt le macro, c'est-à-dire avoir l'occasion d'aller à un endroit où l'histoire se fait, en ce moment, à une période en plus absolument clé, voire extrêmement chaude de son histoire, et avoir peut-être l'occasion de comprendre un peu mieux ce qui se passe et quelles sont les conséquences que ça peut avoir, ou les implications que ça peut avoir dans le jeu mondial de ce qui va se passer dans notre proche ou un petit peu plus éloigné futur. Une occasion en or. Vous partagez cette vision. Est-ce que ce que vous avez vu, alors vous avez dit que c'est la 4e fois que vous venez en Israël. Absolument. Ce que vous avez vu au cours de cette semaine, est-ce que ça vous a changé votre perception, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a apporté de nouvelles informations ? En fait, ça m'a permis de pénétrer beaucoup plus profondément dans ce que je perçois. J'allais dire en surface. En fait, c'est pas vraiment en surface parce que je me renseigne vraiment beaucoup. J'ai des amis sur place et j'ai la capacité aussi de comprendre ce qui se déroule. Et moi, effectivement, aussi la grande carte géopolitique m'intéresse énormément, d'autant plus que j'ai le sentiment de vivre pour la première fois de ma vie, un moment, un événement historique de très grande ampleur où on voit par l'action d'un peuple agressé, mis à mal, mis en difficulté, blessé profondément, je vois ce peuple ressurgir, se réarmer, repartir et voir également la grande cartographie du gouvernement, de l'appareil d'État, de l'armée, qui se réorganise pour retourner complètement la situation et remodifier la grande carte du Moyen-Orient. Je peux vous demander, monsieur Hervouet, ce que vous faisiez à l'armée ?
ou c'est quelque chose de secret? Alors, écoutez, j'ai commencé par être officier dans les forces spéciales pendant un certain nombre d'années. Après, je suis allé dans le renseignement. Et puis, lorsque mes vertèbres ont commencé de souffrir suffisamment de toutes mes activités précédentes, j'ai rejoint le corps d'inspection ministérielle du ministère de la Défense. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que force spéciale, renseignement, c'est exactement ce qui a malheureusement failli le 7 octobre. Je le disais récemment à l'antenne, l'armée israélienne a failli, les commandants ont failli, l'échelon militaire a failli. Peut-être certains diront une question d'ego, d'autres une mauvaise perception. Est-ce que justement vous qui venez des forces spéciales et du renseignement, est-ce que ça vous touche le fait qu'on dise les renseignements n'ont pas été à la hauteur? Oui, mais si vous voulez, il faut toujours se confronter au réel. Et le réel, c'est pas un film hollywoodien. Dans le domaine du renseignement, ce qu'il faut savoir, c'est que le renseignement que vous le recevez en quantité monumentale. Et il faut nécessairement faire le tri, choisir, etc. Et quand on a un petit peu l'expérience dans ce domaine, quand on voit arriver une info, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire, soit qu'on est le chef, soit qu'on est au service d'un chef, etc. Je veux dire, ça l'emporte sur tout le reste. Et en définitive, c'est extrêmement difficile parce que d'abord, il ne faut pas se tromper, et c'est pas toujours évident. Après, c'est évident, mais pendant, c'est pas évident du tout. Et puis après, vous avez tous les filtres. C'est-à-dire, vous avez les gens qui considèrent à un échelon supérieur que ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu dans la routine, un peu différent, mais il n'y a pas de raison de s'affoler. Et très souvent, c'est le cas. Et puis parfois, ce n'est pas le cas. Et puis, au bout du compte aussi, vous arrivez à l'échelon vraiment le plus élevé. Et l'échelon le plus élevé, lui, il a géré 50 dossiers à la fois. Dossiers politiques internes, dossiers de relations internationales, toutes sortes de crises, des réformes dont on ne veut pas et qu'on voudrait quand même, etc. Et tout ça, le politique doit le gérer, quoi. Et alors, quand il a plein la tête, toutes ces confrontations en se disant il faut que je contrôle ma majorité, que je prenne telle mesure, que je fasse telle réforme, et que vous avez en plus éventuellement quelqu'un qui vous amène 2-3 dossiers disant là il se passe ça et ça peut être dangereux, etc. Vous évaluez, mais là il faut vraiment jeter la pierre à personne, parce que combien de fois ne s'est-on pas trompé? On l'a vu d'ailleurs, si on se concentre sur Israël, on évoquait tout à l'heure 73. Bien sûr. 73, mais alors là aussi, on peut dire, il y a 50 000 défauts ou fautes petites, moyennes, etc., ou grandes, qui expliquent qu'à un moment donné, on est défaillant. Parce que Alors c'est intéressant. Je vous pose la question. L'erreur opérationnelle, l'erreur de prise de décision, c'est aussi votre domaine. C'est-à-dire que, puisque vous êtes aussi dans la direction des groupes. Oui, c'est vrai, il arrive de se tromper, principalement parce qu'on n'avait pas une vue assez large de ce qui se passait et qu'on n'était pas en mesure d'analyser rapidement pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais moi, ce qui me frappe ici, c'est la capacité de retournement extrêmement rapide, la vitesse de réaction, alliée évidemment à, je pense, deux qualités qui sont absolument, qui sous-tendent la société israélienne, c'est une force de vie énorme, plus qu'une vitalité, une force de vie et une résilience, qui a été prouvée tout au long de son histoire. Et donc je pense que ces deux qualités, ou ces deux particularités qui sont dans son ADN, ont permis un retournement extrêmement rapide, parce que j'ai compris, parce que on m'a expliqué, et on me l'a bien expliqué pendant cette semaine, j'ai compris évidemment la soudaineté des attaques, mais surtout la multiplicité des attaques en même temps pour un pays quand même qui n'est pas immense et qui n'a pas à sa disposition des forces, alors c'est grâce à la réserve heureusement, mais des forces sans nombre. Est-ce que la perception stratégique que vous aviez avant est différente de la résolution de conflits? Vous parliez de retournement de situation après cette semaine. La vision stratégique que je pouvais avoir était, je l'avoue volontiers, parcellaire, pas assez documentée. Et d'ailleurs, c'est un début de documentation que j'ai vécu cette semaine et qui me donne qu'une envie, c'est de creuser un petit peu plus pour avoir un discours objectif à ceux qui seront intéressés à l'entendre ou à ceux qui me demanderont, ne serait-ce déjà que l'entourage, la politique des petits pas. Je n'ai pas la prétention, en tout cas certainement pas d'aller courir les plateaux télé, mais au moins
j'ai été nourrie de choses objectives, qu'on peut difficilement mettre en doute, parce que c'est du factuel. Voilà. Et donc c'est ça qui me fait évidemment élargir mon esprit et me donner beaucoup plus d'arguments pour pouvoir d'une part répondre à ceux qui me poseront des questions et d'autre part comprendre un petit peu mieux le monde dans lequel je vais vivre, j'ai envie de vivre. Parce que c'est pas une connaissance déconnectée ou désincarnée. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu cette semaine ne m'empêche pas de dormir, mais me questionne quand même beaucoup sur le monde tel qu'il se dessine et le monde tel que j'ai envie qu'il soit pour moi et mes enfants et mes petits-enfants. Une question la même, mais avec des mots différents. Est-ce qu'un militaire de carrière, comme vous l'êtes, est fier de voir ce qu'un autre militaire de carrière peut faire face à une guerre multifront? Tout à fait, mais vous savez, au début d'Israël, il y a eu ce qu'on appelait les Mahal, qui étaient des volontaires qui venaient d'un peu partout, un peu comme les brigades internationales à une certaine époque pendant la guerre d'Espagne. Bien, moi je me suis dit, mais franchement, si j'avais eu 30 ans de moins, disons, je serais venu assez volontiers. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu un rêve de camarades militaires. Hein. On est tous un peu des compagnons d'armes. Quand au moins on est à peu près dans une même sphère, je dirais, de valeurs, quoi. Hein. Et les valeurs précisément de Tsahal et les valeurs du peuple israélien en général, la combativité, on a vu des jeunes militaires tout à l'heure qui nous ont parlé, mais alors d'une manière bouleversante. Ils ont une maturité extraordinaire. Ces soldats-là, j'aurais rêvé de les avoir sous mes ordres et de combattre à leur côté, quoi, vous voyez. Donc voilà. Merci. Daniel Hervouet, merci à Anne Malzad d'avoir répondu à mes questions. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très rapidement la semaine prochaine.